Folie. Un dérèglement mental, une démence. Mais la folie, c'est aussi le manque de jugement. Ses antonymes, l'équilibre ou la raison. Au cinéma, la folie a toujours été un sujet parfait pour générer de l'angoisse, ou même de la peur. Nous suivons souvent un personnage qui fuit un malade mental ou bien qui tombe dans la folie. Mais qu'en est-il du malade lui-même ? Même si nous avons tendance à l'éloigner, à le parquer au point de ne plus le voir, le fou est-il si différent de nous ? Pour ça, je vais me référer au film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou en anglais. One flew over the cuckoo's nest. Alors oui, je vais spoil le film, mais bon, ça fait presque 50 ans qu'il est sorti, donc... Sorti en 1975, ce film raconte l'internement d'un criminel, Randall Patrick McMurphy, interprété par Jack Nicholson. Purgeant sa peine en prison pour viol et agression, McMurphy décide de se faire passer pour fou afin de se la couler douce au sein d'un hôpital psychiatrique de l'Oregon. Alors qu'il pensait finir sa peine de prison dans un hôpital loin de la vie de prisonnier, McMurphy découvre un tout autre univers. Dès le matin est diffusée continuellement de la musique classique. C'est un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous. Empêchant presque les malades de parler calmement entre eux. Les seules activités qui leur sont proposées, des jeux de société ou des jeux de cartes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Qu'est-ce que vous faites? Un hôtel. Écoutez, un hôtel. vous n'avez pas d'hôtel ici. Ces journées répétitives sont rythmées par la prise quotidienne de médicaments ainsi que d'une sortie dans le parc de l'établissement ou en ville pour les plus chanceux. À cela s'ajoute un personnel froid et impassible, représenté par le personnage emblématique de Ratchet, interprété par Louis Fletcher. Une réelle confrontation va se construire entre les deux personnages à fort caractère, l'un voulant apporter un peu de vie dans l'établissement en brisant le quotidien morose, tandis que l'autre ne veut aucun changement pour le bien-être des autres malades. Le vote était clos. Mais on était à 10 contre 8. Le chef, il avait la main, regardez. Non, monsieur McMurphy, le vote en fin de réunion, on était à 9 contre 9. Alors que l'image de l'hôpital se détruit peu à peu aux yeux de McMurphy, celle qu'il a des malades mentaux change complètement. Il découvre que ses congénères ne sont pas si bizarres que ça et les traite alors comme s'ils étaient des camarades. Il fait la rencontre de Billy, un jeune homme timide et réservé, Martini au caractère presque enfantin, Chef Bromden, un natif américain sourd et muet mesurant 2 mètres, Charlie Cheswick, un homme sensible cherchant toujours à satisfaire ses camarades, Harding, interné pour une crise de jalousie extrême basculant sur de la paranoïa, mais aussi Tabber, Fred Erickson et Jim Safelt. Et oui, lui c'est bien Christopher Lloyd qui interprétera 10 ans plus tard Doc dans Retour vers le futur. McMurphy s'intéresse de plus en plus aux malades qui l'entourent en jouant avec eux, ou juste en discutant. Il cherche à égayer leur journée en leur apprenant de nouveaux jeux ou en essayant d'apporter de nouvelles activités. Même si ce n'est pas par pure charité, on découvre qu'il les considère plus comme des humains que le personnel lui-même. D'abord surpris par ces personnages, nous commençons nous-mêmes à les apprécier et à ressentir de l'attachement pour eux, tandis que nous ressentons de plus en plus de haine et de colère envers le personnel qui ne semble pas comprendre ce dont ont réellement besoin les malades. Nous sortons de la fiction et revenons dans la réalité. En 1954, un jeune docteur en sciences sociales du nom de Erving Goffman est invité par le Laboratory of Socio-Environmental Studies à réaliser une étude bien particulière, étudier les patients d'hôpitaux psychiatriques. Alors rien de nouveau là-dedans puisque de nombreux médecins dans ce domaine l'ont déjà fait, mais là Goffman n'est pas médecin ni psychiatre, il est sociologue. Il cherche notamment à montrer l'organisation de nos sociétés en s'intéressant aux interactions sociales. Pour lui, c'est par les gestes et les paroles du quotidien que se dessine notre société. Pour appliquer sa pensée à cette étude, il décide de vivre pendant 1 an auprès des malades. Mais pour mener à bien son étude, il ne cherche pas à observer les malades à travers le personnel ou les médecins, mais plutôt en prenant en compte le point de vue des malades eux-mêmes. Il ne se présentera donc jamais comme un membre du personnel auprès d'eux et gagnera petit à petit leur confiance. Après cette année d'immersion, Goffman mettra 6 autres années à sortir Asile. Dans cet ouvrage, il décrit l'hôpital, son fonctionnement, mais aussi les rituels qui y résident. Il se rend compte que les malades ont des manières de communiquer bien à eux, afin d'éviter les soupçons du personnel, mais aussi des moyens de gagner de l'argent, de développer des relations amicales ou amoureuses. Une certaine vie s'organise au sein de ces hôpitaux, avec leurs normes sociales, leurs règles, leurs structures, et même une économie. Coupés du monde et privés du moindre objet du quotidien, les malades parviennent à s'organiser exactement comme nous. Mais alors, qu'est-ce qui démarque un malade d'une personne saine d'esprit ? Eh bien rien, ou du moins pas grand-chose. Et c'est ce que Vol au-dessus d'un nid de coucou cherche à nous montrer en prenant la folie non pas comme objet de peur ou de différence, mais plutôt en cherchant à montrer les similarités qui existent entre nous et les personnages présentés. Nous n'avons pas peur des malades, au contraire, nous y sommes attachés.
Ça vous la coupe, hein, tant de demeurer de cinglés, de minus à basse, hein. Un hurrah pour Murphy, le bandeur, qui refait surface et accouche. Comme un spectateur devant Vol au-dessus d'un nid de coucou, Goffman se rend compte d'une chose, la grande majorité des malades ne le sont pas. On finit très souvent par découvrir que la folie ou le comportement anormal attribué au malade résulte pour une grande part non de sa maladie, mais de la distance sociale qui sépare ce malade de ceux qui le déclarent comme tel. C'est donc les individus autour de nous qui, par leur regard, leur jugement, créent les malades mentaux. Goffman se rend compte que l'institution psychiatrique perçoit tous les gestes, même de protestation, comme de la folie. Le personnage de Tabor reçoit par exemple des cendres sur le pied et crie de douleur. Réaction humaine, vous me direz. Ce qui lui vaut cependant un enfermement en cellule pour le calmer. Assis, s'il vous plaît. Assis, monsieur. McMurphy, lui, refuse de prendre des médicaments dont il ne connaît pas les effets. Peut-être, mais moi je suis le genre de type qui n'aime pas avaler sans savoir ce que c'est. Ne vous alarmez pas, monsieur McMurphy. Dès lors que l'on rentre au sein d'un hôpital psychiatrique, on est considéré comme fou. Toute réaction, aussi humaine soit-elle, est considérée comme acte de folie. Ce qui pose problème, c'est que notre personnage est certes un criminel, mais n'est pas malade. Il souhaite se faire passer pour malade mental, mais en réalité n'en présente aucun trait. Pourtant, malgré les nombreuses contestations, il subira l'électrochoc, le faisant tomber dans un état végétatif et donc inapte à la vie en société. On peut alors reprendre la célèbre phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Cependant, dans notre cas, on ne naît pas malade mental, mais on le devient. Et ce qui choque le plus à travers le film de Milos Forman et le livre de Goffman, c'est que très souvent, l'institution génère cette maladie mentale au lieu de la soigner. Vol au-dessus d'un nid de coucou va recevoir un très bon accueil du public et des critiques, puisqu'il sera récompensé de 5 Oscars, dont celui de meilleur film et de meilleur réalisateur. Même s'il se présente comme une œuvre de fiction et non un documentaire, Vol au-dessus d'un nid de coucou permettra d'éveiller les consciences sur ce sujet. Je vous invite à regarder des films et séries beaucoup plus récentes sur ce sujet, comme Ratchet, qui est un préquel du film, mais aussi En attendant Bojangles de Régis Ronsard, ou Le soleil de trop près de Bréau Carnaille. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.